Le président, vous allez bientôt reprendre, mais auparavant, je voudrais dire ceci. La Chambre vous saurait gré si vous pouviez fournir à Monsieur Tolimir les numéros de documents visés par l'article 65 ter que vous avez déjà utilisés ou que vous allez utiliser pendant votre propos liminaire. S'il y a aussi une traduction de la transcription de la séquence vidéo, vous devriez la fournir à Monsieur Tolimir aussi. Monsieur Taillard, merci. J'ai bien compris. Ce que j'ai fait mercredi, c'est fournir à Maître Gaïch une table des matières de tout document par sujet avec les numéros ERN en anglais, en BCS avec les numéros 65 ter dans l'ordre dans lequel je vais utiliser pour qu'il puisse prendre connaissance de ma présentation. C'est une présentation en PowerPoint. Je ne peux pas donc mettre en regard les versions BCS et anglais. Mais je me suis entretenu avec Maître Gaïch et apparemment, Monsieur Tolimir a du mal à passer de la table des matières au prétoire électronique. Bien sûr, c'est à la Chambre de décider. Il faut voir aussi ce qu'en pense la sécurité, mais nous n'aurions aucune difficulté à voir Maître Gaïch aider Monsieur Tolimir pour ce qui reste de mon propos liminaire. Si nous avons fourni cette table de manière, c'est précisément pour que lui, il puisse suivre dans sa langue maternelle les débats. Merci, nous sommes satisfaits de ceci, de ce que vous proposez. Et si la défense dispose des documents, des numéros de documents utilisés, c'est très bien. Est-ce que vous allez montrer d'autres séquences vidéo? Réponse oui. Il y a des sous-titres. And I'm speaking with the Oracle. Je parle ici avec l'oracle. Effectivement, de toute façon, l'original est en BCS, ce qui veut dire que M. Tolimir pourra comprendre ce qui se dit. Nous avons des sous-titres en anglais, mais l'original est en BCS. Ça ne devrait pas poser de problème à M. Tolimir. Le président, merci. Poursuivez. M. Théa. Merci, Monsieur le Président. J'en étais resté au moment où nous commencions à parler des commandants adjoints du général Malic. Nous avons parlé du service de l'état-major avec à sa tête le chef d'état-major et techniquement, le général Milovanovic n'était pas commandant adjoint comme l'était par exemple le général Tolimir. Lui, il était chef d'état-major, primus inter pares, et il avait ce pouvoir intrinsèque de donner des ordres de combat ce que n'avaient pas les autres adjoints s'il n'y avait pas été autorisé expressément par le général Mladic. Mais nous verrons que, en fait, les commandants adjoints étaient habilités à donner des ordres de combat de temps en temps. Si cette autorité leur était donnée par M. Mladic. Passons quelques instants à parler de façon générale du rôle de chacun de ces adjoints au sein de l'état-major principal. J'ai parlé de chaîne de commandement, de voie hiérarchique professionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire dans l'état-major principal? Comme c'est vrai dans une entreprise, une société, vous avez différents services, avec chacun sa spécialisation. Sécurité et renseignement, c'en était un. La logistique, c'en était un autre. Le moral des troupes, ou la morale. In the main staff was headed by Il y avait à la tête de chacun de ces services un commandant adjoint. Il nous arrive de parler de la ligne ou de la chaîne spécialisée ou professionnelle ou experte, mais ça revient au même. Un commandant adjoint, il est commandant adjoint dans un domaine particulier, que ce soit la sécurité, le renseignement, le moral des troupes, la question du personnel, et ainsi de suite.
Et chacun de ces chefs adjoints rend compte directement au général Mladic. Dans chacun de ces services ou secteurs, le commandant adjoint dispose d'officiers qu'il commande directement, à qui il peut donner des ordres. Et ces subordonnés s'inscrivent dans une filière, dans une voie hiérarchique organique visée par la dotation des effectifs. Nous allons revenir sur ce sujet dans quelques instants. Mais je parle là de branches ou de services qui tous et toutes faisaient rapport en passant par les adjoints comme Tolimir Amladic, tout en représentant un domaine d'activité spécialisé. Et nous allons voir comment ces différents services s'intégraient. Chacun de ces chefs adjoints devait faire des propositions au général Mladic, des propositions basées sur leurs connaissances précises, que ce soit la logistique, le moral des troupes, que ce soit les questions relevant de la sécurité et du renseignement. Ils avaient, dans le cadre de leurs attributions, de faire des propositions, examiner, accepter, rejeter, modifier par Mladic. Et en fin de compte, Mladic devait prendre une décision. Et s'il donnait un ordre, partant d'une proposition faite par un chef adjoint, c'était le chef adjoint qui devait veiller à ce que l'ordre donné par Mladic soit appliqué sur le terrain jusqu'au dernier échelon. Et comment le faisait-il, le chef adjoint? En exerçant un contrôle professionnel, en donnant des directives, en faisant une gestion spécialisée des officiers se trouvant aux échelons subalternes de cette voie hiérarchique. Il devait veiller à ce que la mission soit exécutée dans le droit fil de l'intention qui était celle du général Mladic. Les chefs adjoints savaient ce que voulait le général Mladic et ses chefs adjoints veillaient à ce que chacun des hommes sache ce qu'il avait à faire sur le terrain pour exécuter l'ordre donné. Il y a question du fait qu'ils pouvaient donner des ordres dans leur service et connaissances respectives. Par exemple, pour le train, Djukic pouvait dire à quelqu'un de transporter une telle quantité de brodequins à un autre endroit. Et le commandant adjoint rendait compte en personne au général Mladic pour faire rapport de ce qu'avait fait l'adjoint subordonné ou de ce qu'il n'avait pas fait sur le terrain. Les commandants adjoints étaient toujours redevables, responsables de ce que faisaient leurs subordonnés professionnels. C'était ça sa vocation. Il était supposé assurer la gestion de ce que faisaient les échelons inférieurs. Passons quelques instants à l'examen de certains de ces secteurs et de leurs chefs, de ces chefs adjoints, pour voir ce que ces services font. Il y a d'abord le général Guerrero qui s'occupait du secteur du moral des troupes. Nous voyons l'intitulé de sa fonction, commandant adjoint au moral et aux affaires juridiques et religieuses. Qu'est-ce qu'on entend par la guidance morale? Il y a plusieurs volets, mais c'est surtout veiller à ce qu'il y ait le moral des troupes soit suffisant. Il fallait veiller à ce que les hommes continuent de vouloir combattre, qu'ils comprennent aussi pourquoi ils se battaient. Et qu'ils vont rester respectueux de leur chef et feront ce qu'on leur dira de faire. C'est ce que devait faire le général Guerrero. Il avait la responsabilité du moral des troupes dans toute l'armée. Pour que ce moral ne s'affaiblisse pas, ne fléchisse pas, que les hommes, les soldats, ne désertent pas. C'est là un exemple.
Vous allez le voir, le général Guerrero et le général Ptolémyre devaient grandement coopérer puisqu'il y avait un chevauchement entre leurs deux domaines d'activité. S'il y a beaucoup de déserteurs, si beaucoup de crimes sont commis dans une unité donnée, c'est là un indice d'un problème au niveau du moral des troupes, mais c'est peut-être aussi une indication qu'il y a un problème de sécurité. Et ceci concerne le général Ptolémyre aussi. Donc il y a un peu un chevauchement des compétences. C'est vrai aussi pour la propagande, les activités psychologiques. La mission du général Ptolémyre, c'était de procéder à une analyse, une évaluation des forces de l'ennemi, de ses intentions, savoir ce que veut faire l'ennemi, ce qu'il est capable de faire. Il faut se mettre donc dans la tête de l'ennemi. Et pour cela, cela veut dire propagande, contre-propagande et opération psychologique. Il y avait là, dans ce domaine aussi, chevauchement, recoupement. Maintenant, nous allons voir le lieutenant-colonel Milovan Milutinovic, chef du département chargé des activités d'information et d'activités de propagande psychologique. Il était à la tête du centre d'information de l'état-major principal et il rendait compte au général Guerrero. Vous allez voir le colonel Milutinovic sur le terrain. Lors des réunions de l'hôtel Fontana, vous en aurez déjà sûrement entendu parler, vous allez le voir à GEPA. Vous allez voir le général Ptolémyre donner l'ordre qu'on envoie des haut-parleurs à GEPA, qu'on les amène au général Milutinovic pour qu'il puisse diffuser des messages de propagande aux civils de GEPA pour leur dire que l'heure était venue pour eux de partir, qu'ils n'avaient plus à rester à GEPA. Et ceci, c'était une tactique communément utilisée par la VRS. Le général Guerrero avait aussi une responsabilité des affaires juridiques. Il devait superviser ce qu'il y avait en matière d'activités disciplinaires, de sanctions et autres mesures de discipline. Il y avait bien sûr une autre filière, les tribunaux militaires, qui s'occupaient de ces questions, mais c'était le général Guerrero qui avait la responsabilité de la supervision de ces activités. Si vous avez tout d'un coup un nombre élevé d'exactions commises, de violences entre soldats dans une unité, ceci peut signifier un problème au niveau du moral et ceci devait rester du ressort du général Guerrero. Vu la nature religieuse de ce conflit, c'est aussi quelque chose qui était de la responsabilité du général Guerrero. Il devait avoir assuré la liaison avec l'Église orthodoxe serbe, au fond, donc avec la communauté religieuse. Et vous verrez qu'il y a des membres du clergé qui participent à plusieurs activités, des manifestations, à des diverses fêtes. Vous le verrez au cours de ce procès. Nous avons le centre de l'organisation, de la mobilisation et du personnel, dirigé par le général Skerbic. En somme, son service était responsable du contrôle de la mobilisation, de l'équipement, mais aussi des questions de formation et d'affectation à leur poste des officiers. Puis il y a Georgi Djukic. Il était also known as logistics. Responsable de l'arrière, de la logistique et le train. Donc, il devait assurer la diffusion, la distribution du matériel de guerre, des carburants, des vêtements. Et effectivement, il fallait maintenir toutes ces bases logistiques qu'avait l'armée pendant toute la période de guerre. Prenons le secteur du renseignement et de la sécurité. Je vais pour commencer vous montrer le texte d'une allocution faite par le général
Tolimir à l'occasion d'une réunion de l'Assemblée nationale de la République. C'est pas particulièrement houleuse en 95 à Sansky Most. Certains militaires avaient été critiqués. Nous allons le voir. Ici, Tolémir fait une assez bonne description succincte de ses fonctions. Il doit récolter des renseignements à propos des plans de l'ennemi, des intentions de l'ennemi. Les organes se trouvant sous sa tutelle ont jusqu'à présent obtenu des informations, des renseignements d'importance stratégique portant sur les dirigeants politiques et militaires, permettant de faire une analyse précise du comportement des ennemis de la Serbie. Et c'est important ici, grâce à cela, d'avoir pris les décisions qui s'imposaient. Ici, il parle de ses rapports quotidiens en matière de sécurité et de renseignement que son équipe compilée et envoyée au président et à tous les organes compétents de l'armée, et sur l'autre rive de la rivière à l'armée de Yougoslavie, à l'AVJ. Je fournis ces informations chaque jour. Je les envoie depuis le début de la guerre. Et il endosse la responsabilité. Il dit, je suis prêt à le faire pour mes collaborateurs qui sont mes remplaçants. When I'm absent, who process the information? Et qui sont mes suppléants quand je suis absent et qui travaillent cette information. Et moi, je suis prêt à être démis de mes fonctions car c'est moi qui suis responsable du travail que ces hommes font à ma place. Fin de citation. Des renseignements sont récoltés de diverses manières. Il y a des informateurs, des documents sont capturés, on interroge des prisonniers de guerre. Il y a des mises sur écoute, donc interception de communication téléphonique, communication radio. Et le service du renseignement est responsable de la planification et de l'exécution d'actions de reconnaissance. Des soldats sont envoyés en profondeur pour obtenir des renseignements et mènent aussi des actions de sabotage. La sécurité, elle, englobait 3 grands domaines. Le contre-espionnage. Ça fait un peu bizarre, mais le contre-espionnage ne relève pas du service du renseignement, mais du service de la sécurité. Et au contre-espionnage, on essaie d'identifier et de réprimer tout ennemi interne, traître, des espions. Pour que l'ennemi n'obtienne pas les renseignements qu'on essaie d'obtenir de l'ennemi. C'était ça, la mission du contre-espionnage. Doté de ces renseignements, l'organe chargé de la sécurité devait informer le commandant s'il y avait des mesures, pour proposer aussi des mesures pour réparer. Deuxième grand domaine, poursuite. Par exemple, si des soldats ont commis des infractions ou s'il y a des déserteurs. Ce n'est pas ce service qui fait fonction d'organe judiciaire, mais il y a la police militaire qui est sous l'ordre de l'organe de sécurité qui va aller procéder à des arrestations. Et s'il y a des juristes, en général, il y a des juristes dans une unité de la police militaire qui va rédiger les actes nécessaires. Et troisième grand domaine d'activité de cet organe de la sécurité. Ce qui est important ici pour notre procès, il supervisait le travail fait par les unités de la police militaire. Quelles sont les obligations de ces unités de la police militaire? Protection civile, c'en est une.
pour ce qui est de militaires importants, protection des installations militaires, police de la circulation et aussi prévention d'activités criminelles, prévention de la criminalité. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il devait s'occuper des prisonniers de guerre, qu'il s'agissait d'escorter et de surveiller. Le général Tolimir était à la tête de ces deux secteurs dans le service. C'est normal, c'est logique, parce que c'est deux activités ou des activités qui se recoupent. Chaque administration, vous allez l'apprendre, avait son propre chef. Le chef du service du renseignement, c'était Petar Salapura, ce que j'interprète. Et le chef de l'organe chargé de la sécurité, c'était Lyubisha Behara. Je vais vous parler de ces deux hommes et de ce qu'ils faisaient. Mais je l'ai déjà dit, le général Tolimir, qui était le supérieur hiérarchique immédiat de ces deux hommes, il pouvait leur donner des ordres, des commandements dans le cadre de ces activités. Et il pouvait aussi leur transmettre des ordres venus de son supérieur à lui, à savoir le général Mladic, ou même le président. Si on reçoit un ordre du président, on a tout d'abord l'obligation d'en informer son supérieur immédiat, à savoir Ratko Mladic. Salapura et Behara avaient l'obligation de faire rapport au général Tolimir et de lui dire s'il y avait une évolution importante sur le terrain. Ils devaient lui faire des propositions. Ils devaient exécuter et veiller à l'exécution d'ordres donnés ou transmis par le général Tolimir. Et ceci vaut dans les deux sens de la voie hiérarchique. Du haut vers le bas, du bas vers le haut. C'est comme ça que ça fonctionne. Les subordonnés doivent faire rapport à leur supérieur hiérarchique pour dire que la mission confiée a bien été exécutée. Le général Mladic avait la capacité de donner des ordres directement à Salapura ou à Behara, mais il devait d'abord en informer le général Tolimir. Pourquoi? Parce que Tolimir avait l'obligation de savoir, parce que ces deux hommes, c'étaient des hommes à Tolimir. Dans le cadre de ses compétences à lui qui était chef du renseignement et de la sécurité, il ne pouvait pas prendre de décision instruite sans cela, surtout vu l'importance des questions et des domaines. Il ne pouvait pas prendre de véritables décisions sans être vraiment informé de ce que ses supérieurs immédiats faisaient. Je le rappelle, Tolimir devait rendre compte de ce qu'il faisait à Mladic et il rendait compte de ce que faisaient les hommes qui lui étaient subordonnés, à savoir Salapura et Behara. And we will see in July of 1994, beg your pardon. Et en juillet 1995, nous allons voir comment tout ceci s'est concrétisé, s'est manifesté sur le terrain. Parlons du recrutement. Comment arrivait-on dans les organes du renseignement et de la sécurité? Ça ne pouvait pas se faire sans l'aval explicite et express du général Tolimir. Bien sûr que
le général Mladic était celui qui prenait la dernière décision en dernière instance, mais pour ce qui est du recrutement, pour ces organes spécialisés, c'était important. Par exemple, la vie même de Mladic était tributaire de la protection personnelle qu'il avait. Et c'était Tolimir qui décidait en dernière instance de la composition de ces unités chargées de la protection. Ce tableau vous le montre, il comporte beaucoup de noms, ce tableau de l'état-major principal. Mais en fait, c'était une entité toute petite, c'était un groupe d'officiers vraiment, c'était une poignée d'hommes. Une poignée d'hommes d'officiers qui travaillaient de façon très étroitement liée au quotidien. Les organes de sécurité, vous le verrez, étaient très unis, étant donné la nature même du travail que cette unité faisait. Colonel Beata referred to General Tolimir. Quand le colonel Béara parle de Tolimir, il ne dit pas général Tolimir, il dit Tosho, c'est le surnom qu'on a donné. Et il le dit frère, brat. Nous allons entendre un enregistrement audio, une bande son. Il faudrait essayer de baisser le volume. Il s'agit d'une écoute en date du 6 juin 1995. Les intervenants sont Tolimir et le colonel Béara. Ah oui, passe-moi. Ah bonjour, bonjour. Gelko, Tosho est là. Réponse oui. Allô, allô. Allô, allô. Allô, Lyubo Béara. Il est là, Tosho? Réponse oui. Passe-le-moi, un instant. Tolimir, oui. Béara. Hey, salut, Tosho. Hey, bonjour, Lyubo. Ça va bien? Bof. Oui. Ah, merde, je suis ici chez Murky. Ah. J'ai tout couvert sauf Maya. Ok. Oui, et j'ai entendu dire que Marco, maintenant, il a prévu une réunion à 6 heures avec tout le monde du coin. Ok, ok, ben vas-y. Vas-y, ah, j'y vais? Oui, et tu devrais venir aussi. Et puis, va voir celui-là qui a été suspendu. Il faudra qu'on s'en occupe là-bas. Et qu'est-ce qui se passe en bas? Ben, quand tu viendras, on s'en chargera. Très bien. Ben, on va y aller ce soir. Ok, bon. Et salut, frère. Murky veut te parler. Salut, salut. Now, the content of the conversation. Le contenu n'est pas important ici, mais ce qui est important, c'est de voir la façon dont ces hommes se parlent. Salut Tosho, salut mon frère, Lyubo. Et ici, le général Tolimir donne des instructions au colonel Béara. Va là-bas, viens ici, et puis va t'occuper de ça là-bas. Vous allez entendre le chef de la sécurité du Caldera Popovic qui contacte directement le général Tolimir pour lui demander son aide pour une question personnelle. Vous entendrez des officiers de sécurité qui s'appellent Pape Nijo quand Béara parle de Drago Nikolic, le chef de la sécurité, il dit Drago. Permettez-moi de consacrer quelques instants au colonel Salapura. And I mentioned some of the. Là encore, j'aimerais
revenir sur les manières dont l'administration du renseignement obtenait ces renseignements. Et là encore, elle fournissait des informations, une certaine expertise aux unités subordonnées sur des questions de renseignement ou sur un problème qui aurait pu survenir dans une brigade au sein du corps. Et à ce moment-là, c'est le colonel Salapora qui s'en serait chargé. Et le général Tolimir, évidemment, supervisait tout cela. Vous allez entendre des témoignages selon lesquels le colonel Salapura a également géré, d'un point de vue professionnel, le 10e détachement de sabotage, qui était une unité de mission spéciale qui s'occupait directement de l'exécution des prisonniers à Baranievo le 16 juillet et à Vuchino le 23 juillet. Ils ont mené différentes actions de sabotage, différentes missions, des attaques, des contre-attaques, des attentats. Et le tout étant géré très professionnellement, ce qui signifie que l'on recommandait d'utiliser au mieux l'unité en fonction de son commandant, pour Mladic. Il fallait savoir quelle unité serait utilisée où, comment, pour quels objectifs. Donc c'était des unités qui relevaient de l'administration du renseignement du général Tolimir. Le général Tolimir savait ce qu'il se passait dans ce 10e détachement du sabotage. Il en était responsable. Vous verrez dans des documents que le général Tolimir participait directement au processus de recrutement de ce 10e détachement de sabotage. Nous avons d'ores et déjà parlé du recueil d'informations ou de renseignements auprès des prisonniers de guerre pour l'administration de sécurité et pour l'administration du renseignement, qui était chapeauté par le général Tolimir, qui s'intéressait donc aux prisonniers de guerre. Ces deux unités, ces deux administrations avaient un rôle à jouer en la matière. J'aimerais vous présenter un document, une analyse quant au niveau de préparation au combat du corps de la Drina. On en a vu un tout à l'heure provenant de l'état-major principal et datant de 1993. Et j'aimerais maintenant vous présenter un autre document qui date de janvier 1995. Simplement pour vous donner une idée de la manière dont les choses fonctionnaient sur le terrain. Parce qu'on a fait beaucoup de descriptions de qui faisait quoi, etc. Mais là maintenant, j'aimerais vous montrer comment cela fonctionnait sur le terrain. Donc là encore, on a le titre commandement du corps de la Drina, 28 janvier 1995. On parle ici du rôle en matière de surveillance électronique, de faire des écoutes des communications radio de l'ennemi. Ils utilisent ça. Et vous aurez beaucoup d'éléments de preuve qui vous seront présentés sur le fait que l'armée faisait la même chose et qu'il y a un certain nombre d'éléments de preuve qui sont assez affligeants et qui proviennent justement de cette surveillance électronique qui était menée de part et d'autre ou par les deux parties. Là, le corps de la Drina précise que la source principale de renseignement, c'est l'interrogatoire de prisonniers de guerre et de déserteurs. Et là encore, on obtenait l'objectif était d'obtenir des informations sur l'ennemi. Ce corps de la Drina gère tout cela de manière très professionnelle, de manière très responsable, avec des informations qui sont présentées au commandement, aux unités, en fonction de leur zone de responsabilité. Et puis, ce qui est encore plus important pour ce qui nous intéresse, tous ces renseignements étaient envoyés au secteur de l'état-major principal. Et là, évidemment, il s'agit du secteur du général Tolimir. Et ensuite, ce sont des informations qui sont renvoyées aux différents commandements sous une forme utilisable par ces différents commandements. Et cela était effectivement le travail du général Tolimir. Nous le verrons lorsque nous parlerons de janvier 95, ou juillet 95, pardon.
ces questions devaient être posées au sein de l'administration de la sécurité et des renseignements par le général Tolimir lui-même, dès lors que des prisonniers étaient faits prisonniers. Qu'advenait-il de ces prisonniers? Parce qu'ils étaient une source d'information évidemment très importante, de renseignements. Comme je vous l'ai dit, c'est la police militaire qui relevait de l'administration de la sécurité qui était chargée de garder et d'escorter ces prisonniers de guerre. Et là encore, ce ne sont pas juste des grandes lignes qui ont été écrites dans un livre. On le voit dans un autre document du corps de la Drina qui est daté d'avril 1995. Là, c'est un document qui est signé par Popovic, dont on entendra beaucoup parler, qui est le commandant de la sécurité, ou le chef de la sécurité du commandement du corps de la Drina. En avril, il se plaint du fait qu'il ne reçoit pas suffisamment d'informations et du fait que les prisonniers de guerre ne sont pas bien entraînés, qu'ils sont emmenés dans un camp de prisonniers qui s'appelle Batkovitz. On en réentendra parler de Batkovitz. Et ce dont il se plaint, c'est que ces prisonniers de guerre sont amenés dans des zones sensibles alors qu'il n'y a pas de sécurité qui est assurée pour eux. Et donc, il demande à ce qu'on leur ligote les mains et à ce qu'on leur place un bandeau pour les yeux de telle sorte qu'ils ne pourraient pas s'échapper et divulguer l'emplacement des troupes. Alors, ce qui est important là, c'est que ce sont des informations qui sont divulguées, qui sont communiquées sur la manière dont sont traités les prisonniers de guerre par le général Tolimir. On a ici un extrait d'ailleurs qui remonte à juin 1995. Là encore, c'est lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il y a quelqu'un qui s'est plaint d'un politique qui avait été arrêté. Et le général Tolimir cite précisément cette directive qui émane donc de son secteur. Donc, son travail à lui consiste précisément à savoir. Il est au courant de toutes ces questions à tout moment. Et il l'a toujours été depuis ce premier document que vous avez vu et qui est daté de 1993. Vous le verrez, évidemment, c'est le secteur du général Tolimir qui publie des lignes directrices ou des recommandations pour ces interrogatoires de prisonniers de guerre. Alors, il y a un autre fait qui est lié à cela. Il y a des documents, vous le verrez, qui prouvent la responsabilité du général Tolimir et le fait qu'il a mené les travaux de la commission d'échange de prisonniers RS et ce processus d'échange de prisonniers. C'est lui qui prend ces décisions ou les décisions concernant les échanges de prisonniers. Il y avait une commission qui s'occupait de cela, mais les décisions de cette commission dépendaient des choix faits par le général Tolimir. Là encore, c'est quelque chose de très important parce que ça montre bien que le général Tolimir comprenait bien quelle était l'importance de ces prisonniers de guerre comme source de renseignement, mais également comme permettant de faire libérer les prisonniers serbes qui étaient détenus dans les prisons croates et musulmanes en juillet 1995. Et vous verrez qu'en la matière, il était épaulé par le colonel Béhara. Alors, là encore, on parle toujours d'administration du renseignement, mais sous les ordres de Salapura, il y avait 3 hommes dont vous allez entendre parler. Tout d'abord, Branislav Jankovic. En juillet 1995, il a été détaché du poste de commandement de l'état-major principal et envoyé à Bratunac pendant une attaque de la VRS à Srebrenica. Vous verrez qu'il a émis un certain nombre d'ordres d'interception
et vous verrez une vidéo de l'hôtel Fontana et des réunions qui ont eu lieu. Et vous le verrez assez rapidement, bientôt. Deuxième personne qui nous intéresse, c'est Vladimir Petrovitch. Dragomir Pechanac, qui s'occupait des questions de sécurité et de renseignement. Et nous le verrons faire passer des informations sur le terrain au général Tolimir en juillet 1995. Troisièmement, vous aurez des documents concernant Jovica Arkanovic, qui était basé sur place. Et vous verrez là aussi qu'il fait passer des informations au général Tolimir lorsqu'il était sur le terrain en juillet 1995. Alors, arrêtons-nous un peu sur tous ces points. On a déjà entendu beaucoup parler du colonel Lyubo Behara. Et ses responsabilités, quelles étaient-elles? Il s'agissait d'apporter de l'expertise à ses subordonnés, d'assurer le commandement de l'organe et des unités, le contre-renseignement, contre-espionnage, garantir la sécurité des postes de commandement, élaborer des plans de contre-espionnage, protéger les unités, soutien, maintenir la confidentialité de tous ces plans de soutien. Et on en a déjà parlé d'ailleurs. L'administration de la sécurité avait un contrôle professionnel des unités de police militaire. Là, je dois dire que c'est un élément qui est important, qu'il est important de bien comprendre. Les organes de sécurité, et notamment les chefs de la sécurité qui étaient chargés de ces organes, que ce soit au niveau de la brigade ou du corps, bon, ce sont des exemples, les chefs de sécurité de ces organes avaient un contrôle professionnel des unités de police militaire. Si c'était une unité de police militaire du corps de la DRINA, eh bien, à ce moment-là, il y avait le chef de la police du corps de la DRINA gérait ces unités directement. Ça veut dire qu'il faisait des propositions au commandant du corps. En 1995 et en juillet 1995, c'était le cas du général Zivanovic, puis ensuite du général Krstić, qui commandait ces unités. Et le chef de la sécurité, lui, ne peut pas commander ces unités ou les envoyer quelque part directement. Il peut proposer au commandant d'utiliser ces unités uniquement. Et il est également chargé de leur disponibilité opérationnelle. C'est la même chose pour les autres branches spécialisées. Les choses fonctionnaient de la même manière. Mais lorsque le commandant du corps, ou le général Mladic, prenait une décision sur ce que devait faire la police militaire, c'était le chef de la sécurité qui devait s'assurer que cet ordre était bien exécuté et complètement exécuté. C'est ce que l'on entend par contrôler ou l'aspect de maîtrise du chef de la sécurité, son rôle de gestion, son rôle de supervision. Vous le verrez également, le colonel Behara a supervisé les bataillons de police militaire du 65e régiment de protection motorisé de l'état-major principal. Jusqu'à ce que ce bataillon de police militaire ait son propre commandant, qui lui-même était commandé par le 65e régiment de protection motorisé, eh bien, Behara avait un contrôle professionnel sur de ce bataillon de police militaire. En clair, c'est le chef de sécurité qui, finalement, au bout du compte, donnait des ordres. C'est le chef de sécurité qui, par le biais de la police militaire, était le commandement ou l'officier de commandement. Mais pour ce qui est des informations, et pour ce qui est de l'organigramme et de la façon dont
passait les informations. Il a fait différentes informations selon qu'il était commandant ou qu'il était chef de la sécurité. Donc, on le verra. Il y avait d'autres chefs du département que l'on verra à l'état-major principal qui participaient à ces réunions quotidiennes et qui parlaient à l'état-major principal, aux différents collèges, comme on les appelait. Béhara recueillait des informations lors de ces réunions, il obtenait des informations sur le terrain. Vous entendrez un témoignage venant de soldats des Nations Unies néerlandais qui disent que Béhara recherchait des informations en 1995 concernant les mouvements de l'armée musulmane, sur ce que faisait Nasser Orich, sur les positions de l'armée musulmane, etc. Et donc, ces informations remontaient directement au général Tolimir, et tel était le cas en juillet 1995. Venons-en maintenant à un autre document. Daté d'octobre 1994. L'état-major principal publie des instructions sur la façon dont les choses sont censées fonctionner. En clair, on le voit, il y a une répartition 80%, 20%. C'est ce que demande l'état-major principal pour le renseignement et le contre-espionnage. Et d'un autre côté, les questions de police militaire et des questions judiciaires ou pénales. Et donc on a une description ici en bref de la manière dont cette chaîne de commandement était liée au commandement des commandants. Les organes de renseignement et de sécurité étaient placés sous le commandement direct du commandant de l'unité, mais pour ce qui est des activités professionnelles, ils étaient contrôlés au niveau central par les organes de renseignement et de sécurité. Voilà. Donc, vous voyez donc quelles sont ces instructions. Les organes de sécurité à tous les niveaux doivent rendre compte aux organes de sécurité. Alors je vais quand même vous apporter quelques petites définitions. Lorsque vous voyez VRS JS avec la petite banane placée sur le J, comme on dit, cette VRS Lab. Donc VRS JS, ça veut dire en clair état-major principal. Et vous avez donc les instructions qui sont précisées ici concernant le secteur du général Tolimir, qui prend des décisions de transfert, de nomination, le fait que certains soient chargés de certaines tâches, etc. Il y a aussi des précisions concernant le recrutement, ce qu'on appelle les critères spéciaux. Et puis, tout cela étant approuvé exclusivement par le général Tolimir. On vous dira aussi que la VRS appliquait toutes les règles ou le règlement intérieur de l'ancienne JNA à ses propres unités. Ce qui semble assez normal, puisqu'ils ont grandi ensemble. Les soldats ont appris à travailler ensemble. Et cela comprenait d'ailleurs une formation concernant les conventions de Genève et les lois de la guerre. Tout cela a été étudié à différents niveaux. Et on le voit ici, à l'écran, vous avez le règlement intérieur concernant l'application du droit international de la guerre pour l'ancienne République de Yougoslavie. Alors, sous le titre « Prévention des violations du droit
du droit de la guerre et responsabilité pénale en cas de crime de guerre, on y dit que tout le monde est responsable en cas de violation de ce type. Chacun devra rendre des comptes et que dire qu'on ne savait pas ne constitue en rien une excuse. En 1988, ces officiers qui ont été formés savaient qu'ils pouvaient être jugés responsables devant une cour, un tribunal national ou une cour internationale, d'un point de vue pénal, et on stipule plus avant que la personne qui organise, qui incite ou qui aide à violer le droit et les coutumes de guerre sera considéré comme responsable et comme auteur de ces crimes, et qu'un officier devra rendre compte de ces faits s'il a été à l'auteur de telles violations et qu'il contribue et qu'il sera également considéré comme coupable s'il a des subordonnés qui contribuent à ce type d'action. Alors, le lendemain du 12 mai 92, cette séance de l'Assemblée nationale où le président Karadzic a présenté les grandes orientations, le lendemain, le président Karadzic a signé une ordonnance concernant l'application des règles du droit international de la guerre concernant la VRS. Et lors d'une autre ordonnance signée en août, il a dit clairement que cela faisait partie des obligations des membres de la VRS que d'appliquer ce règlement. Et cela a évidemment été diffusé tout le long de la chaîne de commandement depuis l'état-major principal. Donc en octobre 1992, on voit bien que ces grandes lignes, ces orientations proviennent du bureau du procureur militaire de l'état-major principal. Bon, c'est un peu petit, je m'en excuse, mais en 1992, cela provient de l'état-major principal, crime contre l'humanité et le droit international. Cela peut être commis par des individus, mais par nature, ces crimes sont en général commis de manière organisée et mis en œuvre par une... ils sont le résultat d'une politique. Ensuite, on précise que cela se fait dans le contexte d'opérations militaires de grande importance et sur ordre d'officiers supérieurs. Là encore, ces soldats qui exécutaient des gens ne se sont pas simplement réveillés un matin comme ça avec l'idée de le faire, ils ont suivi des ordres. Sur la planche suivante, on voit les différents crimes ou délits, parmi lesquels affamer la population, meurtre, entraîner des blessures graves, pouvant mettre en danger la santé des personnes concernées, déplacement forcé, on s'en rend compte, les officiers ont des responsabilités très importantes en la matière. Ce qui démontre donc la responsabilité du corps des officiers de l'armée de la Republika Srpska, puisque c'est eux qui donnaient des ordres. Cette responsabilité appartient notamment à des individus haut gradés, des responsables publics, militaires, ou travaillant pour des organisations publiques.
si des officiers arrivent à établir que des unités des forces armées ou leurs membres ont commis ou commettent de tels crimes, et s'ils ne prennent aucune mesure pour faire face à cela, à ce moment-là, c'est eux qui sont responsables de ces crimes et délits. Autre partie de la formation professionnelle, c'est le fait que les officiers étaient responsables des documents qui étaient publiés et des rapports qui étaient publiés avec leur signature. Ils devaient les avoir lus, ils devaient en connaître le contenu et déterminer s'ils étaient valables et correspondaient à la réalité. En signant, il approuvait le contenu de ce document. Ça, c'est un principe qui s'appliquait à tous les officiers. Une fois que l'on passait des officiers aux subordonnés, la responsabilité de ces documents incombait à son auteur, mais aussi à la personne suivante qui reçoit ce document ou cet ordre. Alors, je vous ai d'ores et déjà parlé des comptes rendus. Les comptes rendus au sein de la VRS étaient essentiels pour l'état-major principal. Les commandants supérieurs devaient savoir ce qui se passait. Ils avaient donc besoin d'avoir des informations en temps réel pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions le moment venu. Quant à savoir s'il fallait changer une décision ou s'il fallait justement s'en tenir à la décision initiale. Et dans ces rapports ou dans ces comptes rendus, le commandant pouvait également vérifier que les commandements qu'il avait donnés auparavant étaient effectivement appliqués. Donc il y avait plusieurs objectifs à cela. Et on le verra, ces comptes rendus se faisaient régulièrement. Ce devait être le cas, sinon il n'y aurait pas eu moyen de contrôler le déroulement des choses. Le commandement, le niveau les plus bas des commandements pouvaient envoyer leur rapport, leur compte rendu au bon moment pour que le commandement intermédiaire puisse ensuite lui aussi établir un rapport en temps réel et puisse envoyer ces informations aux supérieurs hiérarchiques. Donc vous avez des bataillons, des brigades, des corps qui, ensemble, établissaient tous ces comptes rendus en fonction de ce que leur avaient dit leurs subordonnés, qui les analysaient, qui les traitaient, qui les envoyaient au niveau supérieur. Le général Mladic parlait aux commandants des corps au quotidien, souvent par téléphone. Il devait le faire le soir, parce que bien souvent, la situation sur le terrain changeait entre le moment où un rapport était remonté à un niveau donné et arrivait ou était traité par l'état-major principal. Et dans tous ces rapports qui étaient établis, où tous ces rapports étaient analysés et ensuite, le cas échéant, ils étaient envoyés au président Karadzic. Ces rapports étaient vraiment un lien vital entre l'état-major principal et le président Karadzic. Ça le tenait informé de ce qui se passait, de ce qui était important, pour qu'il puisse trancher en tant que commandant en chef des forces armées. Par ailleurs, outre ce type de rapport, existaient également les rapports qui remontaient la chaîne professionnelle de commandement que nous avons évoqué il y a quelques instants. Donc il y a toujours deux types de rapports et en permanence ces rapports sont remontés jour après jour, tous les jours. Il y a une transmission de rapports. C'est en quelque sorte la substantifique moelle de toute la chaîne de commandement. Par ailleurs, il y a la question des transmissions. S'il n'y a pas de bonne transmission, il vous est impossible de faire remonter les rapports depuis le terrain. Si vous envoyez un rapport vers la brigade, si vous souhaitez transmettre de la brigade vers au corps d'armée, si cela ne peut pas se faire, vous aurez des problèmes. Donc vous voyez les efforts déployés par l'état-major principal de manière à ce que ces transmissions restent en parfait état. Transmission et voie de communication avec les unités subalternes, d'autant que le général Mladic était parfois sur le terrain. À ce moment-là, il envoyait son commandant adjoint sur une autre partie du terrain. Vous voyez qu'ils étaient en permanence à même de maintenir la communication en créant des postes de commandement avancés. Et
et vous verrez IKN, cela revient en permanence, c'est l'abréviation BCS du terme qui correspond à poste de commandement avancé. Donc vous aviez un IKN où vous aviez un officier responsable du poste avancé, ou parfois l'on utilisait les équipements de transmission de la brigade locale ou du corps d'armée présent sur place. Mais quoi qu'il en soit, le contact n'était jamais interrompu. Le général Milanovic vous dira lui-même que même lorsqu'il était en Kraïna, il communiquait avec le général Mladic par le truchement du chiffre, d'une ligne encodée. Et il y avait un contact quotidien avec l'état-major principal. Et vous verrez qu'au cours des opérations de Srebrenica et de Jepa, le général Tolimir maintenait cette communication lui aussi avec l'état-major principal, ainsi qu'avec les unités subordonnées, ainsi qu'avec les autres officiers, et ce depuis différents endroits. Vous verrez que le général Tolimir formuler des propositions, donner des ordres, adresser des rapports depuis le corps de la Drina, Vlatenica, depuis le commandement du corps de Vlatenica, de la Drina, depuis le poste de commandement avancé, Krivace, pour le corps de la Drina. Vous verrez qu'il envoie ses rapports depuis un autre poste de commandement avancé également, qui s'appelle Borigay, une petite école à proximité de Jepa, Rogatica. Quel que soit l'endroit où il se trouve, quoi qu'il en soit, il veille toujours à ce que la communication soit maintenue par le truchement des transmissions. Il a des équipements de transmission et s'il n'en a pas, eh bien, il veillera à s'en procurer. Donc nous verrons dans les documents, systématiquement, en haut du document, quelle est la source, quel est l'endroit d'où a été envoyé. IKN du corps de la Drina, Krivace par exemple. Corps de la Drina, poste avancé, IKN donc, autre nom de localité. Le général Tolimir n'aurait jamais pu s'acquitter de sa tâche s'il n'avait pas eu la possibilité de maintenir ses canaux, ses voies de communication intactes. Permettez-moi à présent de revenir aux propos tenus par le général Tolimir qui décrit comment l'état-major principal fonctionne. Là encore, c'était une réunion assez houleuse à l'Assemblée nationale. L'armée risquait de se voir remonter les bretelles pour ce qui s'était passé à Srebrenica et à Jepa, et plus important encore, de se voir adresser des critiques suite à l'effondrement des défenses de la VRS dans la partie occidentale de la Bosnie. Mais ici, vous voyez la réponse du général Tolimir aux critiques qui lui sont adressées. Et il dit, je cite, « Nous sommes le plus petit état-major principal au monde. » Vous voyez ce GS avec le signe diacritique par-dessus. Le général Miletic est le responsable des opérations. C'est lui qui reste sur place pour recevoir toutes les informations et qui obtient toutes ces informations et veille à les communiquer. Le général Milosevic, il s'agit de Dragomir Milosevic, ne confondons pas, du corps de Sarajevo, le corps Romagna, ne sera pas laissé seul. Il aura toujours l'appui de l'état-major principal et il y aura toujours le poste de commandement avancé qui est plus fort. Il y a deux postes de commandement avancé de l'état-major principal. Là encore, l'état-major principal envoie ses représentants à des postes avancés. Le général Milovanovic est resté à son poste puisqu'il est l'officier de commandement le plus expérimenté, ainsi que le général Mladic qui est mentionné également, et le général Maric. Et à Grahovo-Glamoch, qui est le poste avancé, sur ce front, cette ligne de front, c'est là qu'ils sont présents. Et puis il conclut et résume. Nous avons procédé à une analyse experte, nous avons préparé des directives et sur fondement de ces directives, nous nous rendons sur le terrain et travaillons conformément aux tâches qui nous ont été confiées. Fin de citation. En résumé, Mladic
assigne ces tâches critiques aux commandants, aux officiers de l'état-major principal, parce que ce sont eux qui ont les compétences les plus évidentes, et on estime qu'ils ont les habilités nécessaires, indépendamment de cette ligne d'expertise professionnelle. C'est d'eux que l'on pense qu'ils sont les mieux placés pour s'acquitter de ces tâches spécialisées, assez pointues. Et vous verrez que lorsque le général Mladic quitte Suya-Reka, il y laisse sur place un des officiers responsables en qui il place sa confiance pleine et entière. Le général Mladic dit par exemple au général Tolimir, eh bien voilà, sur le terrain maintenant, je quitte le terrain, c'est toi qui as la responsabilité pleine et entière du commandement. Avant de nous intéresser aux opérations et à la structure de l'état-major principal, je vous rappelle que nous étions intéressés à cet ordre de combat, intimement l'ordre de procéder à des attaques sur les enclaves de Jepa et de Gorajdé, et l'on indiquait dans cet ordre quelles étaient les dispositions à prendre afin de se débarrasser des musulmans et de les faire quitter ces enclaves. Et là encore, vous verrez, comme je vous l'ai dit, que les Nations Unies avaient déclaré cette zone de sécurité. Vous verrez que dans le cadre de ce programme de zone de sécurité, qui était censé être démilitarisé parce que des accords avaient été signés précisément afin d'éliminer tous les armements et de les stocker dans des points de collecte d'armes installés à différents endroits. Mais je crois que personne ne disconviendra ici du fait que les enclaves n'ont jamais été démilitarisées. Ça, personne ne le conteste, l'accusation ne le conteste pas, ça n'a jamais été démilitarisé. Des armes de petit calibre ont été remises, certes, mais nombreuses sont ces mêmes armes qui n'ont pas été remises au centre de collecte, et vous verrez que les forces musulmanes, en fait, bénéficiaient de renforts. Et ce, pendant toute la période, allant de 93 à 95. Grâce à des parachutages d'armes. Par conséquent, ils pouvaient effectivement mener des attaques militaires depuis l'enclave vers l'extérieur des enclaves. Dans un premier temps, il s'agissait de repousser les forces serbes dans d'autres endroits ou de les obliger à ne rester que vraiment autour des enclaves afin que ces forces soient distraites et retiré du front de Sarajevo. Et vous verrez que cela a créé une situation délicate pour l'armée de la Republika Srpska, une situation de plus en plus problématique, d'autant qu'il n'avait pas les effectifs nécessaires, ni les ressources d'ailleurs, pour pouvoir, et ce en permanence, assurer ce siège des enclaves, parce qu'il y avait en permanence ces petites attaques de sabotage menées par les forces bosniaques, en violation d'ailleurs de l'accord de démilitarisation. Voyons à présent la carte qui apparaît à l'écran, où l'on voit l'enclave de Srebrenica, et où l'on voit comment ce programme de maintien de la paix fonctionnait en 1995. On vous dira qu'il y avait un bataillon de soldats néerlandais présents sur place. On les appelle le Dutch Bat, en appellation anglaise. En fait, ils en étaient à leur 3e tour de service. Parfois, on parlera de Dutch Bat 3, puisque c'était la 3e fois qu'ils étaient présents sur place. Ils étaient présents en deux endroits. Un endroit juste à côté de là où il y a marqué Srebrenica. Ils avaient une base à cet endroit-là. Et puis, ils avaient une autre base qui se situait dans le village de Potocari, que vous voyez. Si vous suivez cette ligne rouge, ça représente une route qui va du sud au nord et qui relie Srebrenica et Potocari. Donc, ils avaient deux bases militaires, la base Bravo au sud et la base Charlie au nord. Donc, à Potocari, entre Srebrenica et Bratunac. Alors, comment les choses devaient-elles fonctionner? Eh bien, en fait, les Nations Unies avaient des postes d'observation tout autour des enclaves,
que l'on appelle des OP, Observation Points, donc points d'observation. Et vous voyez qu'ils apparaissent, ces abréviations OP, à partir de l'ouest, Alpha, Bravo, Charlie, etc. Vous voyez également Mike, Papa, juste à côté, M et P, donc juste à côté de la base de Potocari. Un point d'observation un poste d'observation, correction d'interprète, qui sera particulièrement important, se trouve au sud-est, où vous voyez apparaître la lettre E pour écho, donc poste d'observation E. Et cela avait fait l'objet de contestations. En fait, il a été complètement explosé par les Serbes en prélude à leur attaque sur Srebrenica. Il a été réduit à néant en 1995. Les postes d'observation étaient de couleur blanche, ils étaient très visibles. Ils n'étaient pas censés être placés là en catimini. Non, il s'agissait de dire, nous sommes les Nations Unies, nous sommes là et présents, et nous sommes là pour voir ce qui se passe. Et sachez que nous vous regardons, nous sommes là pour veiller à ce que, de part et d'autre, chacun dépose les armes. Mais vous verrez que pour toute une série de raisons, et là, nombreux sont les responsables, on peut en montrer beaucoup du doigt, ils n'ont pas été capables de s'acquitter de cette tâche. Vous verrez en effet qu'à Gepa, les forces de maintien de la paix étaient 80, à peu près 80 Ukrainiens en juillet 1995. Et puisque nous avons cette carte à l'écran, permettez-moi d'épingler une route particulièrement importante qui va de l'est vers l'ouest entre Bratunac et Konievitch-Polier. Vous voyez Bratunac à la droite de la carte. Et vous voyez cette route qui traverse les municipalités de Glogova, Kravica, Sandichi pour arriver enfin à Konievitch-Polier. Et il y a une intersection entre cette route et la route qui rejoint du nord au sud Milichi, à l'ouest, à Konievitch-Polier, en passant par Novakasaba, et finalement cette route continue au nord jusqu'à Zvornik. Et cette route-là, nous l'évoquerons à maintes reprises au cours du procès, en raison des événements qui s'y sont déroulés en juillet 1995. Alors que s'est-il passé finalement ? Eh bien, il se trouve que les zones qui étaient censées être démilitarisées n'ont pas été. En fait, il y avait des attaques œil pour œil, dent pour dent. Le général Tolimir, dans ses rapports de renseignement, se plaignait du fait qu'avaient lieu ces attaques de représailles, et c'est vrai, elles avaient effectivement lieu. Et en juillet 1994, après une année de ces petites attaques, nous verrons que suite à l'analyse de la disponibilité opérationnelle sur une période de 6 mois, il y a une réunion entre le général Mladic et les commandants de brigade du commandement du corps de la Drina. Et les commandants du corps de la Drina lui fournissent les informations, lui fournissent certaines informations ayant trait à ces attaques. Et 2 jours après cette séance d'information, ce briefing, c'était en juillet, le 1er juillet pour être précis, on voit que le commandant de la brigade de Bratunac, il s'agissait du lieutenant-colonel Slavko Obienovic à ce moment-là, et donc à ce moment-là, le 4 juillet 1994, le commandant de la brigade de Bratunac indique un certain nombre d'informations dans un rapport qui d'ailleurs a été distribué jusqu'au bataillon, au 3e bataillon, aux unités du 3e bataillon d'infanterie. Donc finalement, tous les soldats des tranchées sur la ligne de front entendent le message qui leur est adressé par le biais de ce rapport. Et que dit-il dans ce rapport? Il dit « Nous avons gagné la guerre à Podrinier, mais nous n'avons pas encore battu les musulmans complètement. » C'est précisément ce que nous devons faire au cours de la prochaine période. Il faut que nous atteignions notre objectif ultime. Un Podrinier intégralement serbe. Les enclaves de Srebrenica, de Gepa et de Goražde doivent être mises en échec militairement. Fin de citation.
Soit, apparemment, ça semble être simplement une description d'activité de guerre tout à fait normale, c'est-à-dire réduire à néant les forces de l'ennemi. Il faut poursuivre sur la voie de la formation, de l'entraînement, de la discipline et de la préparation de l'armée de la Republika Srpska afin qu'elle soit à même d'exécuter cette tâche critique, à savoir l'expulsion de tous les musulmans depuis de l'enclave de Srebrenica. Fin de citation, là encore, soit. Peut-être parle-t-il simplement des soldats. Il poursuit. Aucune retraite ne sera tolérée. Il faut, s'agissant de l'enclave de Srebrenica, il faut que nous allions de l'avant. Il faut que la vie de l'ennemi devienne parfaitement intolérable de manière à ce qu'il quitte massivement cette enclave, et ce dans les plus brefs délais, parce qu'il faut qu'ils comprennent une fois pour toutes que jamais ils ne pourront y survivre. Fin de citation. Massive, expulsion en masse, massive. Là encore, il parle de populations civiles qui, comme vous l'avez vu, ont été la cible depuis la 4e directive opérationnelle. Et lorsque le commandant, qui incarne lui-même le commandement, c'est-à-dire cet homme qui donne l'exemple à ses subordonnés, tient de tels propos, et que ces propos sont distribués à l'ensemble des militaires, eh bien, ils comprennent de quoi il s'agit. Mais il faut bien comprendre que le lieutenant-colonel Ognjenović ne fait que transmettre les ordres tels qu'il les a interprétés de la bouche de ses supérieurs hiérarchiques. Et vous entendrez que 2 jours plus tard, lors d'une... 2 semaines plus tard, lors d'une session de l'Assemblée parlementaire, le président Karadzic à Palais dit, à propos des objectifs stratégiques, afin de dissiper tout éventuel doute quant à ces objectifs stratégiques, dont on pourrait estimer qu'ils n'ont pas été atteints, Karadzic dit donc la chose suivante. L'objectif stratégique premier est de se débarrasser de l'ennemi de chez nous, les musulmans, les Croates, et notre objectif est de ne plus partager ce même État avec eux. Que voyons-nous donc? Nous voyons un ordre donné par l'état-major principal 3 jours après ce discours du président Karadzic. Et voilà cet ordre. Premier point. Le général Mladic dit grosso modo l'accord de paix, créant ces zones de sécurité, les forces de maintien de la paix des Nations Unies, tout cela est nul et non avenu. En raison des attaques précisément que j'avais décrites précédemment. Par ailleurs, il dit, il donne l'ordre de détruire les communications depuis les enclaves et de veiller à ce que tous les musulmans quittent les enclaves. Lorsqu'il parle de communication, il entend par là les déplacements entre Srebrenica et Jepa qui avaient lieu à intervalles réguliers, des échanges de marchandises, de denrées alimentaires, d'armes aussi. Il ordonne par conséquent qu'il soit mis fin à ce transport et indique que l'état-major principal doit contrôler et maîtriser tout cela de façon plus ferme. Exception faite des denrées alimentaires et des médicaments validés par l'état-major principal, aucune marchandise ne doit être transportée entre les 2 enclaves. Il indique par ailleurs que les commandements des corps doivent régler les postes de contrôle et doivent veiller à un contrôle, à passer au peigne fin toutes les marchandises. Et ce sont les responsables de l'état-major principal qui doivent veiller à passer au peigne fin ces marchandises. Donc un contrôle très pointilleux sur les mouvements de marchandises par le truchement d'un document qui s'appelle la directive opérationnelle numéro 7. Vous en entendrez parler ultérieurement, mais ici, il s'agit déjà de la façon dont l'état-major principal
organise ce mécanisme de contrôle. Il veut par ailleurs que l'enclave soit minée entièrement, encerclée. Il veut que les musulmans ne puissent pas quitter les enclaves. Alors vous allez vous dire, oui mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Finalement je croyais que ce qu'il voulait c'était justement qu'ils quittent les enclaves. Non mais lui ce qu'il veut c'est justement les bloquer, les laisser complètement livrés à eux-mêmes dans ces enclaves. Ne les laissez ni sortir ni entrer, ne les laissez pas échanger d'armes, bloquez-les vraiment dans ces enclaves. Puis il donne des instructions au commandement des brigades et de corps d'armée afin qu'ils redoublent d'efforts s'agissant des activités des tireurs d'élite. Et puis au paragraphe 13, il dit que finalement, puisque cet accord n'a pas été respecté par les musulmans, puisqu'ils se sont livrés à des activités de sabotage, je veux que vous preniez des mesures afin de limiter géographiquement les enclaves dans une zone bien définie. La référence qu'il fait à cette nécessité de réduire les enclaves, eh bien, nous montrerons preuve à l'appui qu'il ne s'agit pas de la même chose de ce qui s'est passé avec la 7e directive en juillet 1995. Ici, en 1994, la situation est différente parce que l'état-major principal concentre son attention sur cet objectif stratégique et commence à mettre la pression. Il ne s'agit pas encore de mettre la pression jusqu'à ce que ce soit complètement intolérable, mais certainement il commence à augmenter progressivement, à resserrer un peu le garrot, si vous voulez, par le truchement des activités des tireurs d'élite et la façon dont on tirait sur les populations civiles qui ont victime. Et vous verrez que le général Jivanovic communique avec les commandants de corps et adopte pratiquement mot à mot la stratégie de général Mladic telle que décrite dans son ordre. Donc entre 92, 93, 94, vous verrez que l'état-major principal ne perd jamais du regard ces enclaves. Et lorsque l'on arrive à 1995, vous verrez que les différentes parties commencent à envisager une cessation des hostilités et un accord en matière un accord en la matière où les parties en guerre sont censées veiller à la bonne mise en œuvre de ce cessez-le-feu en quelque sorte. Et dans cet accord, l'on prévoit un certain nombre de questions qui sont importantes aux yeux du général Tolémitch et de son service. Et vous verrez que le général Tolimir est associé personnellement à la rédaction de ce texte. Et l'on verra par exemple un document de l'état-major principal portant la date du 7 janvier 1995. Et le général Tolimir a participé à ces réunions. En fait, il avait été signataire d'un accord de libre circulation des personnes. Il représentait l'armée lors de cette rencontre. Il rencontrait les plus hauts responsables de la Force-Pronu et bien entendu, il donne au président Karadzic des informations sur ce qui se fait, puisque tout cela était très étroitement lié au sort à réserver aux enclaves. Et au numéro 2, à paragraphe numéro 2, l'on voit qu'il dit au commandement de corps d'armée qu'ils doivent remettre à l'état-major principal de l'armée des propositions d'emplacement pour les postes d'observation de la Force-Pronu le long des lignes de désengagement et des zones de responsabilité
afin de voir si le feu est respecté. Et là, le général Tolimir ne donne pas un ordre de combat. En revanche, il donne des instructions qui sont en phase, en tout cas, avec les intentions du général Mladic, puisqu'il dit au commandant de corps d'armée qu'il doit fournir des informations. Et je vous assure que lorsque le général Tolimir dit « vous devez donner des informations », ils le feront, parce qu'il agit sur instruction directe du général Mladic. Où il a derrière lui l'autorité du général Mladic. Related to the cessation of hostilities. Alors, s'agissant de cet accord de cessez-le-feu, vous voyez ici un texte dont est l'auteur, le général Tolimir, qui adresse cette notification au corps d'armée. Et il est dit, nous avons examiné les cartes que vous nous avez envoyées, où étaient censées figurer les lignes de conflit entre la VRS et les forces musulmanes. Et il ajoute dans ce texte, corps de l'Adrina, franchement, vous ne vous en êtes pas bien sorti du tout. Vous n'avez même pas indiqué des lignes autour de la ligne, du front. Et il pense notamment à Srebrenica, lorsqu'il les accuse d'avoir fait un travail de piètre qualité. Et il ajoute, on ne sait pas qui est contrôle de l'usine de Zeleni Yadar. Et là, il fait référence à ce poste d'observation E dans le coin sud-est de l'enclave. Et ce poste d'observation se situe sur un axe est-ouest, tout à fait critique. Si les Serbes souhaitaient lancer une attaque contre Srebrenica, il fallait que cette route goudronnée, au demeurant, leur soit accessible. Et c'est de cela qu'il parle, notamment en février 1995. Il faut qu'il soit parfaitement au courant de ce type qu'il dispose d'informations très précises et de renseignements précis. Et vous verrez le rôle que joueront ces renseignements pour les actions à mener en juillet. Et ensuite, il donne des instructions sur toutes les questions qui font l'objet un petit peu de polémique. Et il leur remonte les bretelles en disant, bon, cette fois, faites un travail un peu plus correct. Un mois plus tard, à peu près, autre document, rédigé par le général Tolimir reportant la date du 19 mars 1995. Intitulé Établissement d'un système de sécurité et contrôle du territoire. Alors, que se passe-t-il? Souvenez-vous la carte, rappelez-vous la carte, la route qui rejoint Bratunac à Konjević-Polje en allant de l'est vers l'ouest avec cette intersection entre l'axe nord-sud et l'axe est-ouest. En fait, c'est de cette intersection entre les deux routes qu'il parle, à proximité de Konjević-Polje. Et il est dit dans cette communication, il y a des zones non occupées dont vont se saisir les forces musulmanes si nous ne faisons rien. Et il le dit au président Karadzic, à qui il propose que des unités du ministère de l'Intérieur, du MOUP, donc, soient détachées sur place. Et il parle de ces deux routes, la route nord-sud et la route est-ouest. Encore une fois, la zone de Birac et de Podrinje. Et il ajoute, veuillez informer l'état-major principal des intentions du MOUP.
Et, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, au cours du procès, vous verrez plusieurs documents indiquant qu'au cours de cette période de 36 heures, le général Karadzic, par le truchement du commandement du ministère de l'Intérieur, a veillé précisément à ce qu'il y ait des forces de la police, donc du MOUP, stationnées à l'intersection de ces deux routes, intersection ou croisement qui sera essentiel, et vous le comprendrez lorsque nous évoquerons les transports forcés de population et les opérations de meurtre. Je vois que le moment est peut-être bienvenu pour la pause, Monsieur le Président. En tout cas, à moi, il me convient parfaitement. Le Président, merci, Monsieur Tailler. Nous allons effectivement faire notre deuxième pause et reprendrons à 18h15.